Des hommes entassés, atrocement torturés, privés de la simple lumière du soleil depuis parfois des dizaines d'années. L'horreur de la prison de Sednaya raconte ce que fut le régime d'Hafez puis de Bachar al-Assad, une dictature féroce où l'on pouvait être enfermé à vie pour avoir remporté une compétition face à l'héritier du pouvoir, où des gamins de 12 ou 13 ans subissaient la torture pour un graffiti ou une parole en l'air. Comme Saddam Hussein et Muammar Kadhafi avant lui, Bachar al-Assad a martyrisé sa population pour servir la paranoïa d'un régime à la dérive. Il en va ainsi des dictateurs enfermés dans leur palais jusqu'à ce que la terreur ne contienne plus un peuple qui soudain reprend conscience de sa force. Tous perçoivent pourtant que la joie est fragile et que la Syrie est sur un volcan. Vu d'Europe, l'immense cri d'espoir des Syriens, les images symboliques des statues déboulonnées ont hélas un air familier. Et ce n'est pas faire injure à ces hommes et ces femmes enfin libérés de l'oppression que de considérer ce qui est en train de se passer avec la conscience de tous les dangers qui les guettent. Quand le politologue Antoine Bazbous déclare sur LCI qu'il ne peut rien y avoir de pire que le régime d'Assad, on s'interroge. Pire, on ne sait pas. Mais faut-il réellement essayer de placer sur l'échelle de l'horreur la prison de Sednaya et, par exemple, la décapitation par l'État islamique de garçons de 10 ans qui avaient eu le tort de jouer au foot? Nul ne sait de quoi demain sera fait. Mais il est profondément gênant d'entendre les néoconservateurs habituels tonitruer au motif que la Russie et l'Iran sont les grands perdants de la séquence, ce dont nul ne se désolera, en occultant pour cela le pédigré de ces rebelles qui ont fait tomber la dictature. La pensée dialectique est décidément ce qui fait le plus défaut chez les idéologues. Tentons donc un état des lieux. Ahmed al-Shahara, de son ancien nom de guerre Abu Mohamed al-Joulani, nouvel homme fort de Damas, a, nous dit-on, rompu avec le djihadisme. C'est ce que nous disent donc certains commentateurs. On s'en réjouit, d'autant plus qu'il est à l'origine du groupe Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, dont la férocité est on ne peut plus documentée. L'homme aurait choisi de passer du djihadisme à un mouvement révolutionnaire national, et il ne menacerait pas le reste du monde, à en croire les divers experts. Aurait-il fait son chemin de Damas démocrate ? Ou serait-il devenu un adepte du djihadisme dans un seul pays? Nul ne le sait. Mais on est tenté d'écouter le chercheur Hugo Micheron, spécialiste de l'implantation du djihadisme en Europe, quand il rappelle à tous ces sympathiques optimistes qui lui demandent sans rire de ne pas céder à l'islamo-panique. Ça, c'était sur France Inter le 9 septembre, dans la bouche de la journaliste de Libération, Ala Kodmani. Quand il rappelle donc que les djihadistes sont des gens intelligents, qui ont parfaitement compris quel visage offrir à l'Occident quand il s'agit d'obtenir des aides financières. Personne ne sait ce que pense au fond de lui un homme qui a milité pour l'application de la charia dans sa version la plus intolérante. Plutôt que de se bercer d'illusions, il faut analyser les éléments qui pourraient empêcher la Syrie d'éclater, puisque c'est sans doute le principal risque. Au nord, Recep Erdogan sera tenté d'écraser enfin les Kurdes. Benyamin Netanyahou déclare que le Golan appartient à Israël pour l'éternité et pilonne la Syrie pour détruire les stocks d'armes qui pourraient tomber entre les mains du nouveau régime. Une belle façon de célébrer la liberté retrouvée du peuple syrien. Les minorités chrétiennes, druzes, kurdes et alaouites entendent pour l'instant le nouveau régime leur promettre la protection. Mais qu'en sera-t-il quand l'impératif d'éviter des sanctions internationales ne sera plus si prégnant? Une chose est certaine, si la priorité des Occidentaux est de prendre leur revanche sur la Russie et l'Iran et, là comme ailleurs, de tenter de pousser au maximum leur avantage contre leurs vieux ennemis sans se soucier de la flambée du fondamentalisme sunnite, alors les mêmes causes produiront les mêmes effets et le djihadisme retrouvera des couleurs. C'est l'éternel problème. Les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos amis. Loin de là. De même qu'en 2013, l'opposition démocratique à Bachar el-Assad avait déjà été éradiquée par des islamistes décidés à imposer le califat, de sorte qu'il n'y avait aucune solution simple à la situation tragique d'Alep. La faute n'est pas là, mais dans l'abandon par la suite des Kurdes, qui avaient soutenu l'Occident dans la lutte contre al-Assad et contre l'État islamique. De même, il existe un risque aujourd'hui dont il faudra mesurer au jour le jour l'ampleur. Mais le fantasme de toute puissance que Benyamin Netanyahou semble nourrir face à la déconfiture des alliés et des proxys de l'Iran
comme l'ambivalence du jeu de Recep Erdogan, ne sont pas pour nous rassurer. À la joie de voir tomber Moammar Kadhafi après une intervention occidentale outrepassant le mandat de l'ONU, a succédé l'effroi devant les marchés aux esclaves de Tripoli. À la joie de voir tomber Saddam Hussein après une guerre fondée sur un mensonge, a succédé l'horreur de l'État islamique. Et pour la France, le cauchemar du Bataclan. La chute de Bachar al-Assad procède en partie de la déstabilisation du Hezbollah par les bombardements sur le Liban, conséquence du 7 octobre, puis de l'écrasement de Gaza. Terribles fonds baptismaux pour la nouvelle Syrie.